Attention, Ottawa-Québec sur l'immigration. La cible de 500 000 immigrants par année au Canada en 2025 est-elle réaliste? On fait le point avec le ministre Sean Fraser. Stellantis arrête la construction de sa méga-usine de batteries électriques en Ontario. Est-ce que Ottawa doit bonifier son offre? On en débat avec notre panel de députés. Et libération sous caution. Ottawa renverse le fardeau de la preuve pour les récidivistes violents et armés. Le ministre de la Justice, David Lametti, est avec nous. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le Bloc québécois est une fois de plus revenu à la charge pour dénoncer l'initiative du siècle. Ce plan d'un groupe de pression qui veut faire augmenter le nombre de Canadiens à 100 millions en 2100. Lundi, les libéraux et le NPD ont voté contre une motion du Bloc québécois appuyée par les conservateurs qui demandait à Ottawa de ne pas s'inspirer de ce plan pour établir les seuils d'immigration à venir. Le gouvernement a convenu d'une patente à gauche qu'on a appelée le Century Initiative, qu'on ne traduira pas parce que ça ne mérite pas d'être traduit, puisqu'on parlerait tous anglais rendu là. Ils ont dit, on abandonne le slogan. OK. Après ça, ils ont dit, vous n'aimez pas 100 millions de Canadiens à la fin du siècle, on va abandonner ça parce que dans 77 ans, on va tous être morts. Mais on va garder le 500 000 nouveaux immigrants par année à compter de 2025. C'est ça qui va vous faire rapetisser. C'est ça qui va planter durablement le Québec. Est-ce que le gouvernement pense vraiment, est-ce que la vice-première ministre, la voix de la raison, pense vraiment que les Québécois sont à ce point-là épais? Voilà, honorable vice-première ministre. Monsieur le Président, je veux être très sincère et très franche avec nos collègues du Bloc québécois et avec tous les Québécois et Québécoises. Pour notre gouvernement, pour moi personnellement, le français au Canada est très importante et la nation québécoise est une priorité. On comprend l'importance, vraiment, on comprend l'importance de la vitalité linguistique, culturelle de la nation québécoise. Et je dois vous dire, pour moi, en tant que ministre des Finances, je prends... L'honorable député de Belleuil-Chambly. Bonsoir, Monsieur Fraser. J'aimerais commencer notre entrevue avec cette proposition par un groupe de pression, l'initiative du siècle, d'atteindre 100 millions de Canadiens en 2100. Cette proposition, M. Fraser, a causé beaucoup de controverses. Le Bloc québécois en a fait son cheval de bataille. Mélanie Joly dit que le Bloc veut faire peur au monde. Mais votre cible pour 2025, c'est d'avoir 500 000 immigrants. C'est bel et bien la même que celle de l'initiative du siècle. Alors, ma question, c'est, est-ce que votre gouvernement aurait dû clarifier la question plus tôt pour calmer le jeu? Merci pour l'opportunité pour avoir une conversation aujourd'hui. Et juste de commencer, permettez-moi d'être très clair. L'initiative du siècle n'est pas la politique du gouvernement fédéral. C'est moi qui fais la signature sur la ligne pointillée pour le plan d'immigration pour Canada. Et le plan pour Canada incluant juste pour un plan pour les prochains 3 ans. Le nombre de nouveaux arrivants, c'est très important d'accueillir plus de personnes maintenant pour soutenir notre économie. C'est très important de comprendre la situation maintenant. Avec les pénuries de main-d'œuvre, nous avons besoin d'accueillir de nouveaux arrivants avec les compétences essentielles. Et pour le long terme, c'est important aussi pour comprendre les situations démographiques partout notre pays. Avec la population plus âgée, c'est essentiel pour accueillir les personnes parce que il y a 50 ans, il y a 7 travailleurs pour chaque personne retraite. Aujourd'hui, le nombre est juste 3. C'est important pour accueillir de nouveaux arrivants avec les compétences essentielles pour notre économie et pour faire croître nos communautés pour lutter les défis démographiques en même temps. Alors, je comprends bien ce que vous dites, M. Fraser, mais votre cible pour 2025, comme j'ai dit, 500 000 immigrants, c'est la même cible que l'initiative du siècle. Alors, est-ce que c'est curieux
Où avez-vous pris ce numéro? Pourquoi 500 000 et pas 600 000 ou 700 000? Comment ça se fait que vous avez choisi 500 000 comme votre but? Maintenant, ce n'est pas le même nombre pour l'initiative du siècle, c'est un différent nombre. Et en fait, il y a maintenant le nombre plus grand cette année, mais dans l'avenir, le nombre pour le gouvernement fédéral changeait pour réfléchir à la situation dans notre économie. Alors, c'est possible, si la pénurie de main-d'œuvre a disparu dans l'avenir, les objectifs sont différents. Mais c'est très important de comprendre le processus pour moi d'arriver à le vrai nombre dans le plan de niveau d'immigration. Il y a plus de 3000 personnes ou organisations qui participaient dans le processus. Et j'ai entendu l'importance d'augmenter le nombre de nouveaux arrivants pour faire croître notre économie et pour lutter les défis démographiques aussi. C'est très important, au même temps, de protéger les poids démographiques des francophones partout dans notre pays pour assurer la pérennité pour les communautés francophones en situation minoritaire. C'est très important pour continuer d'accueillir des personnes. C'est un avantage plus grand pour l'économie du Canada et je vais continuer d'accueillir des personnes qui ont les compétences pour faire croître l'économie du Canada. Alors, je ne suis pas exactement certaine où est-ce que tu as pris ce numéro 500 000 par année, mais en tout cas, vous savez bien que le Québec s'inquiète de ce montant d'immigrants. Le Québec, comme vous avez mentionné, on sait qu'il y a des inquiétudes à propos de le plan linguistique, culturel, économique et démographique. Comment ce montant d'immigrants vont impacter leur province? Est-ce que vous comprenez leur inquiétude? Quand j'ai des conversations avec des Québécois, avec la communauté dehors Québec en situation minoritaire qui parlent français, je comprends l'inquiétude, mais dans ma expérience, l'inquiétude, ce n'est pas juste sur le nombre de nouveaux arrivants. L'inquiétude arrive parce qu'il y a beaucoup de peur pour l'habilité pour les personnes qui parlent français de vivre leur vie en français. Mm-hmm. C'est essentiel pour le Canada de protéger l'habilité pour des personnes, pour des francophones, de vivre leur vie en français. Mais juste dans l'année dernière, c'est la première fois que notre gouvernement atteint la cible d'accueillir 4,4% des personnes qui arrivaient hors Québec qui parlent français. C'est possible d'augmenter le nombre de nouveaux arrivants et protéger les langues françaises et les poids démographiques des francophones au même temps. Pour Québec, c'est essentiel de comprendre que Québec a le pouvoir maintenant pour mettre le niveau d'immigration pour la province de Québec. Si Québec veut augmenter le nombre des immigrants, c'est possible maintenant, mais c'est un choix. Nous transférons proche de 700 millions de dollars au Québec pour l'intégration et francisation. Et Québec a l'habilité pour choisir chaque personne dans les voies économiques pour arriver au Québec. C'est difficile pour moi, ce n'est pas possible pour moi de mettre le niveau pour Québec. C'est une décision pour le ministre du Québec et c'est une décision pour accueillir des personnes avec les compétences économiques aussi. C'est le rôle pour moi et pour gestion les systèmes d'immigration hors Québec et pour assurer l'habilité pour le gouvernement fédéral de transférer des fonds pour l'intégration et francisation au Québec aussi. Et vous savez, j'imagine que Mme Fréchette, le ministre de l'Immigration du Québec, elle a dit qu'ils n'ont pas été consultés là-dessus. Est-ce que vous savez pourquoi vous ne l'aviez pas consulté là-dessus? Premièrement, j'aime bien le ministre Fréchette. C'est un bon partenaire pour l'entente avec les États-Unis et pour des autres enjeux aussi. Mais maintenant, c'est très important de comprendre la situation au Québec et la situation hors Québec. Ce n'est pas pour une province de fournir les perspectives pour le nombre de nouveaux arrivants qui arrivent à des autres provinces. Mais c'est très important pour moi de protéger les termes de l'accord avec Québec. Nous avons l'accord Canada-Québec pour l'immigration maintenant. C'est un accord où on entend sur l'accord, Québec a l'habilité
pour accueillir les poids démographiques, plus 5% chaque année. C'est possible maintenant pour Québec d'accueillir proche de 60 000 personnes additionnelles qui parlent français. Mais ce n'est pas pour Québec pour faire la décision pour le nombre de nouveaux arrivants qui arrivaient à Nouvelle-Écosse ou Manitoba ou des autres provinces. C'est très important pour moi de protéger l'accord parce que ça marche maintenant. Sur l'accord, les provinces de Québec ont l'habilité pour mettre le niveau d'immigration pour la province et choisir les nouveaux arrivants économiques aussi. C'est très important d'utiliser l'accord pour la gestion de la situation au Québec, mais c'est très important pour moi de réfléchir les perspectives pour des autres provinces dans ma plan pour immigration partout notre pays. Alors, il nous reste moins d'une minute, mais est-ce qu'il y a moyen que vous pouvez commenter sur le Roxham Road qui a été fermé? Il y a les douanières américaines réagissent en envoyant les migrants qui essaient de rentrer dans les États-Unis. Ils vont les repatrier dans leur pays d'origine. Ça est arrivé à environ plus de 200 personnes. Est-ce que vous avez une réaction là-dessus? J'ai travaillé très proche avec mon homologue les États-Unis, le secrétaire Mayorkas, pour promouvoir les voies régulières pour les personnes qui cherchaient un avenir au Canada. Pour les personnes qui cherchaient des opportunités économiques, nous avons des programmes économiques. Pour les personnes qui cherchaient chercher d'asile dans notre pays. Nous avons un processus pour protéger l'habilité pour les personnes à chercher d'asile qui fuient l'oppression, la guerre, la violence et des autres défis. Mais c'est une décision pour moi et pour notre gouvernement d'assurer la personne qui cherche d'asile. C'est important pour cette personne de faire une application pour l'asile dans le premier pays avec l'habilité pour assurer l'habilité pour un avenir sûr pour les personnes. Bon, alors c'est certainement quelque chose qu'on doit surveiller. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Fraser, pour votre temps avec nous autres. Alors, bonsoir. C'est un plaisir. Bonne soirée. Stellantis suspend la construction d'une usine de batteries de voitures électriques à Windsor, en Ontario. La compagnie accuse le fédéral de ne pas avoir respecté l'entente de financement qui avait été convenue et elle met en œuvre un plan de rechange. Le projet de 5 milliards de dollars annoncé l'an dernier pourrait créer 2500 emplois. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, en visite officielle en Corée du Sud, assure qu'il rencontrera le président de Stellantis demain. Ben d'abord, pour le président de Stellantis, oui, on aura j'ai même demandé qu'on le voit. Demain, il y a un dîner d'État, donc il est sur la liste des invités. On va aller le rencontrer. Moi, je veux le réassurer de la position canadienne, qu'on est content de l'investissement, qu'on veut que l'investissement aille de l'avant. Mon message au premier ministre Ford puis à Vic Fedeli, c'est de faire ce qu'on a toujours fait ensemble. Vous savez, quand on travaille ensemble, c'est les Canadiens et les Canadiennes qui gagnent. La compagnie Stellantis arrête la construction de son usine de batterie alors qu'Ottawa vient d'octroyer près de 13 milliards de dollars en investissement et subventions à Volkswagen pour construire une usine de véhicules électriques. Pour en discuter, je retrouve les députés Rachel Bendayen pour les libéraux, Sébastien Lemire pour le Bloc québécois, Peter Julian pour les NPD. Le Parti conservateur a refusé de participer à ce panel aujourd'hui. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors, la question que je pose à vous tous, c'est est-ce qu'Ottawa doit céder aux pressions de Stellantis et offrir plus d'argent à la compagnie? Alors, je commence avec Mme Bendayen, s'il vous plaît. Oui, bien, merci beaucoup, Julie. Écoutez, je vais commencer en disant que je suis très confiante et notre gouvernement est très confiant que nous allons avoir une usine à Windsor. Nous sommes en train de négocier en ce moment. Je sais que le ministre Champagne est en contact avec Stellantis à tous les jours et que nous sommes prêts
mais que ça va prendre peut-être quelques jours, quelques semaines encore, mais nous sommes confiants, puis je crois que c'est important qu'on met tout ça en perspective pour dire à quel point nous allons avoir des retombées économiques partout à travers le pays, y compris au Québec, si ce projet-là voit le jour et qu'on va continuer de négocier jusqu'à temps qu'on a une entente. D'ailleurs, j'espère que le premier ministre Ford nous écoute et que lui aussi il va se joindre à la table de négociation. Alors, M. Lemire, est-ce que c'est à M. Ford de donner de l'argent ou est-ce que c'est à Ottawa de tenir sa promesse, selon Stellantis? À ma connaissance, les contributions de l'Ontario est la même dans le contrat de Stellantis et celle qui touche Volkswagen. Donc, la proportion de l'Ontario étant similaire. Mais moi, j'aimerais qu'on aborde cet enjeu-là sur un autre angle. Qu'est-ce qui fait que le Canada se retrouve en situation de faiblesse dans les négociations? C'est parce qu'il aborde cet enjeu-là comme étant la finalité. La batterie doit être faite à partir de la cellule et on est obligé d'acheter les matériaux à l'international. Pourtant, on a toutes les ressources naturelles au Québec, au Canada, pour pouvoir produire la chaîne de batterie. Et si ça nous coûte si cher qu'on doit investir des milliards de dollars pour amener ces compagnies-là de notre côté de la frontière, bien, il y a une problématique. Il faut accoter les Américains. Si on commençait à investir l'argent dans les fonds de développement stratégique pour développer l'ensemble de la chaîne de la filière batterie, qu'on parte de la mine, puis il y en a une en opération dans si on prend le contexte du lithium, ça se trouve chez nous avec Sayona, la mine Sayona en Abitibi-Témiscamingue. Et après ça, ils font la transformation à proximité du site. On s'entend que dans la filière batterie, il y a plusieurs étapes. Du chimique, l'anode, les cathodes, jusqu'à la production de la cellule. Mais si on produisait chaque étape, la valeur ajoutée d'investir chez nous, c'est parce que les ressources seraient probablement moins chères et non par des grandes subventions. Donc, à mon sens, le problème, c'est que le fédéral ne met pas l'argent à la bonne place. Il met l'argent à la fin du processus pour convaincre une compagnie de pouvoir dépenser son argent, mais dans l'achat de ressources de l'externe plutôt que de développer nos ressources dans la chaîne. Et à partir de là, on est en situation de faiblesse. Bon, ça, c'est vraiment intéressant. Mais pour régler ce problème qui est en face de nous maintenant, Peter Julian, comment est-ce qu'on va régler ce problème? Mais d'une part, il manque de transparence totale du gouvernement. Deuxièmement, et comme Brian Massey, notre critique en matière de l'industrie et député de Windsor-West, l'a déjà dit, ça prend vraiment une politique industrielle. On a un gouvernement qui semble faire de façon aléatoire les investissements. Et dans ce cas-là, ça risque de perdre un créateur d'emplois qui pourrait être important. Qu'est-ce que ça prend? C'est des règles qui s'appliquent à tout le monde, qui sont très claires et transparentes, et des investissements comme au Canada, comme on voit l'administration Biden fait aux États-Unis. L'administration Biden vraiment est chef de file dans les investissements pour faire cette transition énergétique vers l'énergie propre. Et le Canada traîne vraiment de la patte loin en arrière. L'NPD a poussé pour plusieurs éléments de cette politique industrielle. Je pense que si le gouvernement comprend et accepte nos conseils, ça va aller mieux. Mais on a quelque chose qui est vraiment fait de façon aléatoire, puis c'est pour cette raison-là qu'on arrive à cette crise-là. Oui, mais sur votre point à propos des États-Unis, Rachel Bendayan, est-ce que le Canada peut vraiment compétitionner avec les États-Unis du fait que les États-Unis ont beaucoup plus d'argent que le Canada de mettre dans ces affaires-là? C'est un fait. Alors, je comprends que le Inflation Reduction Act aux États-Unis est très importante, mais nous aussi, on a répondu avec des incitatives qui sont très intéressantes dans notre budget. D'ailleurs, nous voyons que Volkswagen s'installe ici au Canada et je ne peux m'en passer de parler de Bécancour et l'importance du retour de GM au Québec. On voit la création
création d'emplois en région. On voit des retombées économiques, encore une fois, au Québec. Et selon GM, c'est vraiment le cœur de la fabrication de leurs batteries qui vont se faire ici au Québec. Et pour eux, c'est très stratégique comme usine. Alors, je suis en désaccord avec mes collègues. Nous avons une stratégie et nous voyons les résultats. Nous voyons des compagnies qui s'installent au Canada. Nous voyons que le Canada se démontre comme chef de file dans le secteur automobile. Et ça, c'est après que Ford a quitté le Canada en 2011 sous la direction des conservateurs. Alors, Monsieur Lemire, juste pour terminer, il s'agit de 2500 emplois. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui va régler cette affaire-là entre M. Ford et le gouvernement fédéral et Stellantis dans le milieu? Mais je comprends la position de Stellantis, puis être à leur place, je ferai un peu la même chose quand on fait les éléments comparés. Mais à mon sens, encore une fois, on se plie à la surenchère que vont faire les Américains. On n'a pas les moyens de faire ça. Il faut vraiment revoir notre façon de voir, de développer une réelle stratégie pour l'exploration, l'exploitation des minéraux critiques stratégiques, la filière batterie, d'investir dans chacune des régions minières pour avoir la transformation à proximité de la mine. C'est ça qui va faire qu'on va être véritablement en concurrence avec les Américains. On a l'avantage, nous autres, on a les ressources, eux l'ont pas. C'est pour ça qu'ils font la surenchère. Est-ce qu'on peut donner un réel avantage par des coûts d'électricité plus abordables et l'accès à la matière première qu'ils ont besoin pour faire ces batteries? C'est ça l'avantage concurrentiel du Québec et du Canada et on ne l'exploite pas dans ce contexte-là. Donc, est-ce qu'on a vraiment les moyens de faire la surenchère avec les Américains? À mon sens, c'est non. Alors, Peter Julian, dernier mot à vous. Mais d'abord, ça prend, comme l'NPD disent depuis des années, Jagmeet Singh et l'ensemble du caucus, ça prend une politique industrielle. L'ancien gouvernement conservateur a refusé de le faire. L'actuel gouvernement libéral refuse de le faire aussi. Mais la réalité, c'est que si on veut être concurrentiel pour la création de ces nouvelles usines et ces nouveaux emplois, il va falloir qu'on ait mis en place cette politique industrielle qui doit inclure l'ensemble des avantages et des atouts que le Canada peut offrir. Cette idée-là qu'on fait des annonces, mais sans avoir une stratégie entière, ça va à notre désavantage. On voit dans ces cas-là, ça provoque une crise où ça se peut qu'on perde 2500 emplois. C'est pas sensé comment le gouvernement approche des choses. Alors, bon, je vous remercie. C'était très intéressant. Alors, bonsoir à tous. Merci. Merci. Un prévenu accusé à nouveau d'un crime violent avec arme devra démontrer à la Cour qu'il ne pose pas de risque pour la société pour être libéré en attente de son procès. Le ministre de la Justice, David Lametti, dépose un projet de loi pour renverser le fardeau de la preuve pour les récidivistes inculpés d'un crime violent. Quand une arme est utilisée et que le criminel a été déclaré coupable d'une infraction du genre dans les 5 dernières années. J'en discute avec le ministre de la Justice, David Lametti. Bonsoir, M. Lametti. Ça me fait grand plaisir. Ça me fait grand plaisir, moi aussi. Alors, je me demande premièrement, est-ce que vous avez subi des pressions des provinces pour faire ces changements que vous annoncez aujourd'hui? Est-ce que c'était un cas en particulier? Ou est-ce que la loi qui existe maintenant avait beaucoup de problèmes? Qu'est-ce qui vous motive de changer toute cette affaire-là? Je crois d'abord que la loi et le processus de libération sur caution au Canada fonctionnait assez bien. Mais au mois d'octobre passé, la Colombie-Britannique a soulevé la question lors d'une réunion des ministres de la Justice et de la Sécurité publique. Et on a commencé à travailler là-dessus, au niveau technique. Donc, nos sous-ministres ont commencé à travailler ensemble pour identifier les pistes possibles. Évidemment, on a vécu toute la tragédie du policier Père Charla en Ontario au mois de décembre. Au mois de janvier, les premiers ministres ont écrit au premier ministre Trudeau pour demander des changements. Au mois de mars, on avait encore une fois eu une réunion des ministres de la Justice et de la Sécurité publique et en ayant fait beaucoup de travail déjà. Et donc, on est sorti de cette réunion-là au mois de mars
avec un plan. Et donc, voici les fruits des discussions qu'on a eues. On cible les récidivistes violents, on cible les infractions avec les armes, on oblige le juge dans le processus de au moins poser la question des besoins des communautés et de regarder l'histoire, s'il y a une histoire violente. On a aussi renforcé le renversement de l'obligation de l'ONUS, le fardeau de la preuve dans les cas de violences intimes, qu'on avait ajouté avec le projet de loi C-75. Donc, on a renforcé le tout. Et donc, je crois que c'est un processus plutôt qu'un événement. Certaines provinces avaient identifié des lacunes et on a travaillé pour justement les renfermer. Alors, en renfermant les lacunes, est-ce que vous êtes inquiet que peut-être votre lutte contre le racisme systémique qui fait partie de la justice, est-ce que vous allez être capable de continuer de combattre ça avec ces changements? Je crois que oui. Je crois qu'on a bien équilibré le projet de loi C-48. Évidemment, la surreprésentation des peuples autochtones, de la population noire et d'autres peuples racisés, c'est un défi, c'est un problème qu'on doit corriger. On est en train de corriger le tir. On croit sincèrement qu'on a un projet de loi équilibré qui ne devrait pas porter atteinte à ce qu'on est en train de faire pour justement combattre la surreprésentation. Mais c'est une question active, c'est une question qu'on s'est posée. Je crois que nous sommes tous d'accord au niveau des ministres à travers le Canada. On ne veut pas renverser le progrès qu'on a fait. Donc, c'est un défi et on va surveiller de près la mise en œuvre du projet de loi, justement pour s'assurer que ce n'est pas le cas. Alors, tout à fait au début de l'entrevue, vous avez parlé du constable Greg Pershella qui est mort au décembre 2022. Et l'accusé était autochtone et il avait toutes sortes d'infractions contre lui à propos des armes à feu et des armes interdites. Monsieur Poilievre, en conférence de presse aujourd'hui, il dit que la même chose pourrait arriver, même avec vos changements. C'est malheureux, il nous reste 1 minute, mais je me demande, qu'est-ce que vous pensez de cette accusation? Bien, d'abord, je ne vais pas refaire l'analyse du juge en question. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on donne un encadrement à un juge justement pour poser des questions et pour équilibrer les faits, la preuve devant lui. Et je crois qu'on a un processus plus clair, qu'on envoie un signal très clair que les personnes, les récidivistes violentes ne devraient pas être libérées sous caution. Donc, c'est le message clair. On a un processus plus clair maintenant et j'espère que nous pourrons éviter des situations comme telles. Bon, alors c'est merveilleux. 14 secondes qui nous restent, juste assez de temps pour dire bonsoir et merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis on va voir les réactions de vos changements dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. Bienvenue. En terminant, le député conservateur Michael Chong a témoigné au comité procédures et affaires de la Chambre mardi au sujet de dossiers de l'ingérence étrangère. Rappelons qu'un diplomate chinois à Toronto a cherché à l'intimider, lui et sa famille, en raison de ses critiques concernant le traitement des Ouïghours par la Chine. Michael Chong n'a jamais été informé de ces menaces par le SCRS. Le député demande maintenant que le président de la Chambre des communes soit informé par les autorités de toute menace étrangère contre un membre du Parlement. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce 16 mai sur la colline parlementaire à Ottawa. Julie Van Dusen qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Bonne fin de soirée et à demain.